Bonsoir et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode Experience Day, cette fois-ci sur le thème de l'hôpital et du numérique. Nous allons discuter et peut-être débattre de ce sujet pour les 45 prochaines minutes, une petite heure à venir, en prenant aussi l'éclairage de la crise sanitaire, bien évidemment, comme enseignement. C'est un sujet qui nous est cher, bien évidemment, chez Bebrown, puisque du fait de nos activités en termes de connectivité d'équipements hospitaliers, nous avons signé la charte engagée pour la e-santé en décembre dernier. Et nous tous ce soir, nous pourrons donc voir si l'accélération du digital que nous avons constatée depuis le début de la pandémie, c'est aussi confirmé ou pas à l'hôpital. Et donc pour cela, nous avons 3 invités de marque ce soir, dont le dernier va nous rejoindre, je pense, très prochainement. Et en attendant, je vais proposer à Shanfi Maolida et David Brossier de peut-être se présenter rapidement. Shanfi, je te passe la parole en premier, si tu peux nous dire en quelques mots en quelle qualité tu interviens ce soir. Donc, comme dit, je suis Shanfi Maouida, je suis membre du club Digital Santé. C'est un club qui, depuis 10 ans, essaye de partager des réflexions ou des idées, des projets au niveau de la santé. Je travaille actuellement, pour être transparent, au service de santé des armées comme responsable digital. Mais c'est pas à son nom que je parle là ce soir. J'ai mis en ligne depuis déjà 10 ans de hôpitalweb2.com, qui est un blog consacré aux transformations à l'hôpital, sur lequel depuis je publie et j'observe les, les différentes transformations qui rentrent ou qui sortent de l'hôpital. Voilà. Merci beaucoup. David, docteur David Brossier, je vous passe la parole pour que vous puissiez nous dire aussi en quelques mots en quelle qualité vous intervenez ce soir sur ce sujet. Ouais, David, ça ira. Donc moi, je suis maître de conférence à l'université de Caen, praticien hospitalier en réanimation pédiatrique au CHU de Caen. Je suis chercheur aussi au laboratoire GREC, donc un groupe de recherche qui travaille notamment en informatique. Donc ça, c'est à Caen. Et puis, je suis chercheur associé à l'université de Montréal, enfin sur le centre de recherche du CHU Sainte-Justine à Montréal. Et moi, j'interviens parce que entre autres, je travaille sur le domaine du big data, et puis sur l'aspect clinique, je travaille au sein de mon établissement sur tout un travail de dématérialisation de dossiers patients et de gestion de données en réanimation. Oui, et je pense qu'on pourra sans doute poster dans le chat prochainement un article intéressant qui est sorti justement sur le site du CHU de Caen sur le projet sur lequel vous avez travaillé de réanimation connectée. Nous attendons donc Dominique Pont qui doit se joindre à notre discussion, donc j'espère qu'il va arriver rapidement. Toutefois, je vous propose de démarrer quand même la discussion. Donc, premier temps de la discussion, je voulais qu'on discute un peu de votre vision de ce que c'est que le numérique à l'hôpital, parce qu'en fait, ça recouvre un champ d'activité potentiellement très, très large. Et donc, peut-être pour recadrer le sujet, ou en tout cas nous donner votre vision et votre expérience de ce que ça veut dire pour vous le numérique à l'hôpital. Shanfi, est-ce que tu veux démarrer, ou peut-être David? Allez, David. David, allez, David en premier. Je pense c'est intéressant parce que on a tous les trois, je pense, une vision différente de ce qu'est le numérique, mais on doit se retrouver quand même. Mais je pense qu'on est tous les trois dans des aspects un peu différents du numérique. Alors, pour moi, le numérique à l'hôpital, c'est en fait un ensemble d'outils qui va nous permettre en fait de dématérialiser, enregistrer, gérer et transmettre des données et faire communiquer le patient et les personnels de soins, et inversement, et aussi les personnels de soins entre eux. Alors en fait,
pour moi, le numérique, ça rassemble quand même pas mal de concepts qui, des fois, s'entremêlent et se mélangent les uns avec les autres. On peut entendre parler, dans mon domaine en tout cas, de big data, d'intelligence artificielle, d'applications numériques, et tout ça, des fois, c'est un petit peu complexe et ça s'entremêle. Voilà, pour moi, ça permet de rapprocher les personnes, notamment, on le voit aujourd'hui avec ce type d'interaction. Le développement de la télécommunication, par exemple, ça permet d'optimiser la recherche. C'est vraiment mon domaine de travail, notamment grâce à la mise en place de bases de données, à la collecte de données à haute fréquence et haute résolution. Et puis, ça permet, et c'est le travail que j'ai effectué avec mes collègues au CHU de Caen et puis avec Bebron, de sécuriser la prise en charge des patients, d'accompagner les équipes médicales dans l'élaboration de leur démarche thérapeutique. Il y a sûrement plein d'autres exemples, puis mes acolytes ce soir en auront certainement plein d'autres, puis on va nous amener une autre vision de ce qu'est le numérique, mais voilà, à titre personnel, le numérique, c'est tout ça pour moi. Merci beaucoup, David. Donc, dans l'intervalle, effectivement, Dominique vient de nous rejoindre. Donc, bonsoir, Dominique. Merci beaucoup de votre présence parmi nous. Bonsoir. Et puis, avant de vous donner la parole, et puis vous pourrez nous redonner vos différents titres et puis votre vision du numérique. Et je vais enchaîner en donnant la parole à Champhy, de savoir, par rapport à la définition que David vient de nous donner, quelle est ta définition ou ta vision personnelle du numérique à l'hôpital? En fait, le numérique, pour moi, je pars toujours du principe qu'on part d'une organisation qui était basée jusqu'à maintenant sur un dossier papier, vers des dossiers qui sont totalement numériques, qui demandent des profonds changements dans toutes les organisations de l'hôpital. C'est pas un aspect technique. Il y a aussi l'aspect humain là-dedans qui compte énormément. Donc, la tâche n'est pas simple et parfois trop compliquée dans les définitions que chacun peut donner. Mais, on est dans 2 organisations qui pensaient pas de la même façon. Et donc ça demande, le numérique à l'hôpital demande de revoir, de revisiter tous ces parties-là, à la fois la partie technique, la structure, mais aussi, le rôle de l'humain là-dedans, en fait. Moi, c'est ce qui m'intéresse à chaque fois. Donc moi, la vision que j'ai du numérique, c'est une numérique qui part vraiment de la base. C'est un numérique qui répond à des petits besoins, pas forcément le numérique qui va tout changer. C'est-à-dire, c'est dans un service, un médecin ou un soignant qui a besoin d'une aide pour mieux améliorer la prise en charge d'un patient, pouvoir lui amener quelque chose qui répond à cette demande-là. Ça aussi, ça fait partie de cette transformation de l'hôpital. En fait, pour moi, le numérique, c'est un système d'information qui est communicante. C'est important le mot communicant, c'est-à-dire interopérable, qui offre des services à valeur ajoutée à l'ensemble des acteurs, patients comme professionnels de santé, qui aide à mieux faire circuler l'information, qui est indispensable au décloisonnement des pratiques, mais aussi au partage de l'information. C'est un peu tout ça, en fait. Donc on peut trouver 1000 définitions par rapport à ça, mais en tout cas, la plus simple, c'est voilà, comment on peut simplifier toute cette organisation-là. Le numérique peut aider. Simplifier les relations entre la vie et l'hôpital. C'est accompagner les acteurs dans l'évolution des pratiques, mais aussi dans la conduite du changement, parce qu'on oublie souvent cela aussi. C'est un peu tout ça. Voilà un peu la définition un peu macro du numérique à l'hôpital. Merci beaucoup. Alors Dominique, du coup, je vais vous laisser la parole à la fois pour vous présenter et puis pour nous donner votre vision, avec vos multiples casquettes d'ailleurs, votre vision de ce que c'est que le numérique à l'hôpital. Bon, bonjour, mes casquettes, je suis d'abord un petit gars de province, hein, à Toulouse, voilà. Je dirige un établissement de santé, mais je viens du numérique parce qu'à la base, je suis ingénieur en informatique, donc j'ai été longtemps
aussi dans ce domaine et start-upper, etc. Et puis depuis 2 ans et demi, j'ai été appelé par le ministère de la Santé pour piloter la stratégie numérique de santé en France. Voilà. Et donc moi, ma vision, c'est d'abord une vision de quelqu'un de terrain qui a les mains dans le cambouis du numérique en santé depuis 15-20 ans. Et en gros, moi je vois ça comme ça a été une première décennie, on va dire 2010-2020, d'informatisation du dossier patient, qui était le sujet emblématique à l'hôpital autour du numérique. Voilà, comment informatiser le dossier médical, le dossier de soins, tout ce qui est inhérent au dossier patient, voilà, pour l'organisation des soins, pour gérer le parcours de soins, etc. Donc, communiquer de l'information de façon sécurisée entre professionnels de santé pour coordonner les soins. Et je dirais que le début de la décennie 2020, c'est de d'étendre en fait ces systèmes numériques au patient lui-même, qui lui-même, via le numérique, peut être acteur de sa prise en charge, en organisant en amont son parcours de soins, en étant suivi en aval par des dispositifs X ou Y, et en tout cas que le numérique devienne un élément de pouvoir pour le patient lui-même, pour qu'il participe à sa prise en charge et qu'il soit acteur de sa santé. Pour moi, c'est globalement ces 2 grosses décennies d'histoire du numérique à l'hôpital, avec toutes les galères qu'il y a en vrai dans la vraie vie sur le terrain, parce que pendant 15 ans, il n'y a pas eu de doctrine en France qui fixe les règles. Donc chacun a développé ses systèmes en silo, en mouvement brownien, sans référentiel socle, sans interopérabilité, sans critères ni d'usage, ni de sécurité numérique. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec une espèce de millefeuille qu'il va falloir refaire converger vers quelque chose d'un petit peu cohérent pour que les logiciels communiquent mieux entre eux pour les parcours de soins, pour qu'il n'y ait pas de rupture dans les parcours de soins. Voilà, en gros, de façon très, très macro, la façon dont je ressens les choses. Merci beaucoup. Donc c'est intéressant et on va pouvoir peut-être lancer le sondage pour avoir la vision de notre audimat, si je puis dire, ce soir, puisqu'on va leur vous poser la question. Donc vous cliquez, chers participants, sur l'onglet sondage dans votre chat à droite pour pouvoir répondre à la question que l'on vous pose, pour donner votre vision aussi. Alors évidemment, ce qu'on vous propose est forcément un petit peu caricatural, mais c'est pour prendre une tendance. Et pendant que vous répondez, je voulais peut-être, sur la base de ce que vous venez de dire, Dominique, prendre le rebond de David ou Champhy. Est-ce que vous partagez cette vision effectivement, on part avant tout d'un dossier patient dématérialisé? C'est le point de départ de tout? David. Personne. Est-ce que c'est le point de départ de tout? Oui, j'aurais tendance à dire que oui, dans le sens où le point de départ de tout, je vais rebondir aussi sur ce que Champhy disait, le point de départ de tout, c'est l'humain. C'est le patient, en fait. S'il n'y a pas de patient, il n'y a pas de données. Donc, s'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'informations à transmettre. Donc ça, c'est le point de départ de tout. Après, effectivement, le dossier patient, qui est la continuité, on va dire, du patient lui-même, c'est notre outil de départ qui, que ce soit en recherche, en soins directement ou en prise en charge plus globale populationnelle, oui, c'est le point de départ. Mais je crois que Champhy a raison de placer l'humain d'abord. Alors, dans sa présentation du numérique, lui, il place l'humain plus, sur ce que j'entends, personnel de soins, et il a raison, mais c'est aussi le patient. En tout cas, moi je partage en fait ce qui a été dit par Dominique. C'est-à-dire, on a eu à un moment donné un dossier, peut-être pas patient, mais un dossier informatique qui devait gérer des patients, des flux de patients. Et là, depuis 5 ans, là, ou un peu avant, on est passé à un dossier patient. Et c'est pas la même approche, en fait. Parce qu'on n'a pas découvert l'informatique là, ça fait des années qu'on déploie des projets. Et donc, c'est ce changement-là qui apporte vraiment de la nouveauté.
C'est-à-dire, à un moment où on pense plus de dossiers informatiques, mais des dossiers patients, c'est-à-dire de l'usage, c'est-à-dire des utilisateurs devant. Ça, c'est important. Pour moi, c'est quelque chose qui a changé, qui change de ce qu'on a entendu jusqu'à là, et qui a fait que certains n'ont pas bien marché que d'autres. OK, alors on voit que nos internautes, on va pouvoir clôturer le sondage, mais on voit que nos internautes, effectivement, plus de la moitié choisissent effectivement la proposition du dossier patient dématérialisé comme la vision un peu socle du numérique à l'hôpital. C'est aussi bien d'autres choses et c'est aussi des programmes de big data, d'intelligence artificielle et heureusement, seulement pour une personne, c'est une connexion internet fonctionnelle, c'est-à-dire vraiment la base de la base. Néanmoins, on l'a vu et puis c'est des sujets qui vont nous animer sur le reste de la discussion et comme le disait Dominique, il y a un millefeuille aujourd'hui, il y a beaucoup de numérique à l'hôpital en fin de compte, mais beaucoup de choses qui ne se parlent pas et comme le disait Dominique, peut-être beaucoup de choses à déconstruire, à reconstruire ou à faire converger. Avant d'en venir là, je voulais prendre votre retour d'expérience à chacun par rapport à l'accélération des usages digitaux depuis 1 an du fait de la pandémie. On l'a tous vécu dans notre vie privée. Je pense qu'on a tous eu une réunion familiale au moins en visio depuis 1 an. Mais ça a aussi explosé dans la sphère médicale, notamment avec l'utilisation de la téléconsultation. Il y a des chiffres quand même assez éloquents. Là, vous devez voir à l'écran celui de l'adresse qui nous dit que 3 médecins généralistes sur 4 ont mis en place la téléconsultation depuis le début de l'épidémie, alors que moins de 5% d'entre eux la pratiquaient avant. Si on regarde certains chiffres de l'assurance maladie, pendant le premier confinement, bien évidemment, sous la contrainte, on a eu un pic en avril quand même de plus d'1 million par semaine de téléconsultations et de 500 000 environ pendant le deuxième confinement en novembre. Et en fait, si on regarde les chiffres entre les 2 confinements, malgré une baisse pendant l'été du fait des congés, du fait du déconfinement, on était encore autour de 250 000 à 300 000 actes par semaine. L'avenir nous dira si ces changements de comportement vont vraiment s'ancrer dans la durée. Moi, je voulais vous demander si vous avez constaté dans vos sphères professionnelles, bien entendu, est-ce que vous avez constaté déjà des changements vraiment radicaux ou pas forcément radicaux du fait de cette crise sanitaire dans la sphère du numérique à l'hôpital, hein, j'entends bien entendu. Chanfine, première réaction peut-être? En fait, on a découvert là, j'ai l'impression qu'on a redécouvert l'Amérique durant cette crise. On découvre que l'hôpital, quelles que soient les situations, est toujours dans la capacité de s'adapter, en fait, même s'il n'avait pas trop les moyens jusqu'à là. Et là, le numérique est arrivé, on est passé à voilà, téléconsultation, mais sur des infrastructures ou des choses qui n'étaient pas prévues pour, en fait. Mais on arrive toujours à se débrouiller. Il y a toujours tout ce côté un peu, pas bricolage, mais qui fait marcher le système en attendant mieux, quoi, en fait. Peut-être Ma Santé 2022 va améliorer les choses, commence à améliorer les choses. Mais jusqu'à maintenant, en fait, voilà, la crise est arrivée, sur un hôpital qui est en crise depuis plusieurs années, quoi. Manque de ressources, tout ça, mais l'hôpital arrive toujours à faire face parce que, on a un personnel qui est, engagé et qui est là pour soigner et arrive toujours à trouver, même dans la difficulté, les moyens pour y répondre. Donc le numérique après, c'est qu'un outil parmi tant d'autres, mais là on découvre qu'en fait le rôle de l'hôpital, au sein de la société, de la cité, c'est hyper important parce qu'elle peut même bloquer, la vie économique d'un pays, par rapport à ça. Parce que, il y a moins de lits, parce qu'il y a moins de ceci, il y a moins de cela. Donc ça, et ça, la crise, moi, plus pas le côté mais c'est tous ces aspects-là. Faut dire qu'en fait, cette santé-là, c'est notre bien commun. L'hôpital, il faut, l'aider à se moderniser et à apporter plus de ressources pour faire face à ce genre de situation. OK, ouais, Peut-être un ça répond pas hôpital à votre qui question. Moi, je l'ai vécu un peu comme ça. Les techniques, ça, on en aura, il y en aura toujours, mais moi, mmh. c'est sur leur changement de la vision qu'on a vis-à-vis, de son rôle au sein de la société. Ouais, une forme d'élasticité de l'hôpital, sur tous les pans puisque effectivement on ne peut que continuer de le saluer, la capacité à faire face à cette crise sur le plan sanitaire et aussi
du coup, sur le plan numérique, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'outils en plus qui sont nés face à la contrainte de la crise. Dominique, alors sans spoiler ce qu'on va se dire après, peut-être sur la feuille de route du numérique en santé, qui sera notre troisième temps de discussion, mais est-ce que vous, que ce soit dans votre clinique d'ailleurs ou en général, vous avez des exemples qui nous diraient que la crise est un accélérateur de transformation numérique depuis un an? En tout cas, bon, je vais parler déjà avec ce que j'ai vécu dans ma clinique, dans mon hôpital. Et en fait, je rejoins ce que dit Champy. À la fois, c'est une horreur, cette épidémie, à la fois en tant que citoyen et en tant que directeur d'établissement, c'est horrible. Franchement, c'est l'enfer aussi. Mais du point de vue de ce qu'on a constaté comme capacité de mobilisation, de créativité, de solidarité, de fonctionnement, entre les gens pour trouver des solutions à la crise, notamment au travers des outils numériques, je trouve que ça a été génial. Voilà. Donc ça, c'est le côté où on se dit, on est quand même super content d'être en France aussi pour notre capacité de réaction. Je vais étendre un petit peu ce que disait Champy, c'est-à-dire que je trouve qu'on a vachement mis les professionnels de santé un peu en lumière en disant que c'est des héros qui sortent de toutes les situations, etc. Et moi, je voudrais qu'on englobe l'ensemble des parties prenantes, y compris les start-upers et les industriels. Moi, j'ai des milliers d'histoires à vous raconter où, en fait, les start-upers et les industriels, de façon proactive, sont venus nous appeler en nous disant est-ce qu'on peut vous aider à gérer tout un tas de trucs, à vous proposer des outils au-delà de la téléconsultation, de télésurveillance. On va vous accélérer un certain nombre de trucs pour que vous puissiez faire des liens avec d'autres établissements de santé pour le circuit aval des patients Covid, par exemple, entre un établissement court séjour et du moyen séjour. Ils nous ont aidé à accélérer en fait la mise en œuvre d'outils pour les patients eux-mêmes. Donc moi, dans ma clinique, la crise Covid, on a basculé d'en gros 20% de nos patients qui utilisaient notre portail patient à 90% en quelques mois, avec l'appui des startups et des industriels qui nous ont aidés. Donc moi, je voudrais pas qu'on cite comme héros que les professionnels de santé. L'écosystème a été génial pendant cette crise. Merci. David, un témoignage de votre côté sur l'usage, l'évolution de l'usage ou de l'accélération digitale depuis un an? Alors, il y a deux choses. Nous, en fait, on était. Je vais rebondir déjà sur ce que j'ai entendu. Effectivement, il y a une super adaptation de tous les acteurs. Puis ça a été assez beau de voir comment tout le monde a été capable de changer sa façon de fonctionner. On a développé beaucoup de téléconsultations. Moi, je travaille en réanimation, j'ai été moins concerné par ça, mais entre professionnels, on s'est mis à travailler beaucoup plus, profiter des outils numériques. Et paradoxalement, on s'est mis à communiquer beaucoup mieux et beaucoup plus avec des praticiens d'autres centres, ce qu'on faisait pratiquement pas. Maintenant, on se connecte tous comme ça et on discute. Il y a quelques semaines, j'ai eu une discussion, enfin mes collègues et notamment ont eu une discussion sur un de nos patients qui était finalement hospitalisé dans un autre centre, et on a participé à la réunion comme si on y était, ce qu'on ne faisait pas avant. Et donc ça, c'est quand même un des vrais progrès, et à la fois une adaptation rapide des humains, et puis un progrès dans notre pratique. À titre personnel, nous, on a travaillé sur le développement de notre dossier patient en réanimation depuis plusieurs années. On était en cours de projet, et la crise est venue mettre à un moment donné un frein, parce que les personnels n'avaient plus le temps de s'occuper de ce travail-là, parce qu'il fallait s'occuper des patients. Donc, oui, on a vu des accélérations par certains points. Tout ce qui était directement en lien avec le Covid s'est accéléré, mais ce qui ne l'était pas s'est ralenti. Et puis, on a vu des accélérations, je dirais, du numérique malgré la Covid, parce que, par exemple, nous, on était parti pour déployer notre système Vibrone de perfusion, et finalement, on nous a demandé d'accélérer les choses. Donc, on a accéléré notre numérisation, mais non pas dans le but d'accélérer notre numérisation, mais juste parce qu'on avait besoin de matériel, donc on va implémenter plus vite le nouveau matériel. Et ça, c'est pas sans conséquence, en fait, parce que
Comme Champy l'a bien dit, il y a des humains derrière qui s'adaptent. On a un hôpital, notamment un hôpital public qui régulièrement manque de ressources humaines. Et en fait, des fois, on a tendance à penser que le numérique va venir remplacer ces humains qui manquent, alors que justement, des fois, l'humain qui manque est justement à l'origine du fait qu'on ne peut pas déployer le numérique correctement parce que ça prend des équipes qui sont en place, des équipes qui sont disponibles, parce que c'est quand même un changement qui va entraîner un progrès. Moi, je me bats pour ça. J'explique toujours à mes équipes quand on a déployé la perfusion connectée avec la bibliothèque de médicaments, on a changé nos pratiques. Et moi, j'ai expliqué à nos équipes, vous savez, on change la pratique aujourd'hui, ça va être dur. Ça va être vraiment dur, mais parce qu'on manque peut-être de monde, mais aussi juste parce que c'est une nouvelle pratique et donc c'est dur d'implémenter une nouvelle pratique. Mais par contre, dans un an, vous verrez que ce qu'on vient de faire là, ça a vraiment du sens. Et je crois que, et je pense que c'est une grande partie du travail de Dominique Pont. L'idée, c'est de faire en sorte que aujourd'hui, on prenne le temps de faire des choses pour que ça ne soit plus dur dans un an et que là, peut-être qu'on a dû réagir au Covid, mais que l'idée, c'est qu'on n'ait plus à réagir avec le numérique, mais qu'on ait pu être des vrais acteurs, qu'on ait implémenté et que à la prochaine crise, on dise « Ah, mais les gars, on l'avait vu venir et là, on est prêt ». Et je pense que c'est en ça qu'il y a eu un changement et une évolution. Dominique, vous voulez réagir? Je peux lancer en parallèle un sondage pour nos internautes pendant un commentaire peut-être de votre part sur ce que vient de dire David. Moi, je trouve ça, enfin, je suis totalement en phase et je trouve ça vraiment super cette façon d'expliquer les choses de David, parce que c'est rarement dit ça. C'est rarement dit que c'est dur et qu'on va galérer pendant un temps, mais que si on a cette maturité collective d'avancer dans ce sens-là, en fait, ça va être bien pour tout le monde et pour le patient, pour les soignants, et que en fait, il y a des potentiels fantastiques avec les outils numériques, mais que c'est dur et que c'est pas facile de faire ça et que ça demande une forme d'opiniâtreté pour y arriver. Et pour compléter un petit peu les choses, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce qui fait que c'est la galère aujourd'hui, c'est parce que pendant 15 ans, on ne s'est pas saisi au niveau national de ce sujet du numérique en fixant un cap, en fixant des règles, en fixant des principes, en fixant des référentiels socles, en fixant des services socles sur lesquels tout le monde doit s'appuyer pour qu'en fait on ait une forme d'homogénéité entre les outils et en se basant sur les mêmes principes. Et là, pendant la crise Covid, tout à l'heure, je racontais l'histoire du verre à moitié plein, comme Champy et David, mais le verre à moitié vide, c'est que comme il n'y avait pas un espace numérique de santé pour tous les Français, on n'était pas capable de leur envoyer directement par un canal sécurisé leurs tests RT-PCR. On ne peut pas aujourd'hui leur envoyer encore leur carnet de vaccination. Comme on n'avait pas d'identifiant national de santé numérique, puisqu'il est en cours de déploiement, et bien pour synchroniser des données venant de l'hôpital avec le projet CIDEP qui collecte l'ensemble des RT-PCR, c'est juste un enfer parce qu'on n'avait pas bâti ces dernières années les bases pour avoir un numérique en santé cohérent. Donc, si quelque chose doit servir dans cette crise, c'est on est capable de faire des trucs, on est capable de se mobiliser, mais ça, c'est le côté super en France, l'énergie, mais le côté moins super en France, c'est d'avoir la sagesse d'avancer humblement de façon collective. Et donc, maintenant, le vrai challenge, c'est de dire, on se met d'accord sur des règles, c'est ça un peu le programme Ma Santé 2022, et puis on a l'humilité d'avancer pas à pas, ça va prendre du temps, ça va être douloureux, mais si on a cette sagesse-là, ensemble, collectivement, dans 3-4 ans, on sera super fiers de ce qu'on aura fait. Merci beaucoup. Je vois donc les résultats du sondage. Bon, alors, c'est plutôt oui, la crise est un accélérateur de transformation digitale à l'hôpital. Pour la moitié des répondants, qui ne sont pas très nombreux en valeur absolue d'ailleurs, je pense que vous êtes plus nombreux à être connectés, donc n'hésitez pas à répondre au sondage. Mais donc, pour une grosse moitié des répondants, c'est une tendance existante qui est renforcée. C'est un peu ce que vous nous avez partagé. C'est voilà, on a plutôt accru notre énergie sur des projets qui étaient nécessaires dans l'urgence, mais quand même pour une part assez conséquente d'entre vous, 40%, c'est des changements qui vont être aussi profonds et durables et sans doute renforcés par le prochain sujet dont on va parler, comme vous le disiez Dominique, le cap qui est donné.
On a assez peu de réponses, allez 8% en tout, cumulé, mais très peu en valeur absolue sur, non, ça n'a été un changement que temporaire ou alors ça n'a même, rien changé du tout. Donc quand même, plutôt un impact, comme vous le disiez tous d'ailleurs, de la crise, positif sur la partie, en tout cas, transformation, digitale et numérique. Moi, Oui? Oui? j'avais juste un point à rajouter toujours dans ce qu'on a vu pendant la crise. On voit aussi que cette crise, parce que dans la crise, tout le monde surréagit en fait. On a plus d'énergie. Il faut, comme vous dites tous les deux, garder cette énergie-là sur le long terme, quoi. Parce que on a aussi des habitudes aussi dans ces hôpitaux. En fait, une fois que la crise passée, l'ordre reprend la place et on commence à dire bon bah il faut faire ceci dans le temps et tout ça et après on perd encore du temps. Donc là, l'énergie, c'est aussi voir comment continuer après la crise, de garder cette énergie de surréaction qui était poussée par la pandémie. L'autre sujet, on découvre aussi que cette crise a révélé la fragilité des infrastructures à l'hôpital. Les cyberattaques qui ont déjà commencé à avoir lieu depuis quelques années, tout d'un coup augmentent d'un coup parce que là, on découvre que le rôle joué par la numérisation ou la virtualisation de ces données-là euh, attire de plus en plus de monde dans ces hôpitaux et que jusqu'à là, la partie sécurité ou CDRI était pas laissée pour compte, mais ça faisait pas partie des priorités. Et donc ça aussi, c'est un enjeu qui est assez important, notamment dans le cadre de ce que Dominique a évoqué de bassin de milieu, important parce que sans cette volée-là, tout sera fini par se dissoudre dans des attaques ou dans des blocages, parce que maintenant, de plus en plus, ces hôpitaux seront de plus en plus ciblés par des attaques de plus en plus sophistiquées. Surtout, on est dans une culture jusqu'à maintenant qui était basée sur le fichier Excel, en fait. C'est-à-dire, là aussi, alors, c'est quelque chose aussi à affoler. Le système d'information en France, la plupart du temps, marche avec Excel qu'avec des gros, parce que tout ce qu'on fait passe à un moment par Excel. On trouve des gens qui peuvent recenser leur mot de passe dans des fichiers Excel, laisser quelque part dans le bureau. Tout ça, avec cette numérisation, va encore ouvrir des pans entiers euh, vers l'extérieur et donc qui demande des investissements et une mobilisation en plus de ce qui a été déjà fait, quoi. Parce que c'était un des parties que pour moi est un peu oublié dans Ma Santé 2022. C'est sûr que la cybersécurité, on pourrait faire un épisode dédié, mais et effectivement, l'actualité récente des dernières semaines nous donnerait de la matière. Malheureusement, je vais pas y revenir parce que c'est pas le sujet de ce soir, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un enjeu très important qui va accompagner le développement. Enfin, plus on va développer le numérique à l'hôpital, plus évidemment la sécurité sera un enjeu associé important. Il nous reste une vingtaine de minutes, donc je vous propose de passer à la troisième partie de la discussion. Et puis surtout, les internautes ont aussi la possibilité de nous envoyer leurs questions. Donc vous pouvez commencer si ce n'est pas déjà fait, à nous envoyer des questions pour qu'on puisse les prendre soit au fur et à mesure, soit on les traitera un peu à la fin. Dominique, donc on a beaucoup évoqué, juste mentionné depuis le début, Ma Santé 2022, la feuille de route du numérique en santé. Vous avez présenté en janvier dernier le bilan 2020 de cette feuille de route. Il y a beaucoup de choses qui avancent, parce qu'il y a beaucoup de projets. Il y a 5 grandes orientations, mais il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui avancent. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, bien entendu. Mais concrètement, en fait, on parle beaucoup du patient, on parle beaucoup de l'hôpital-ville. Et je crois qu'on a vu cette discussion en préparant. C'est pas toujours clair pour les personnes qui sont sur le terrain à l'hôpital ce que tout ça va changer à l'hôpital ou en quoi l'hôpital est concerné par cette feuille de route. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire un mot sur ce sujet? Alors, le principe de la feuille de route, elle part du constat que depuis 15 ans, on n'avait pas de doctrine commune, on n'avait pas de vision commune
il n'y avait pas un portage politique, ce qui fait que tout le numérique à l'hôpital, en ville, partout, s'est développé de façon anarchique, sans règles et sans principe commun. Le résultat, c'est que maintenant, il y a un existant de logiciels qui communiquent pas les uns avec les autres, qui sont pas sur les mêmes règles de sécurité. Et donc, c'est un peu comme si on avait construit un bidonville où il n'y avait pas de réseau d'électricité, pas de tout à l'égout, pas de route, pas de pont. On a fait ça. Et donc maintenant, c'est ma conviction profonde, c'est que je préférerais parler de trucs super innovants, mais aujourd'hui, on est obligé d'avoir l'humilité de dire qu'on est obligé de refaire les bases. On est obligé de retisser un réseau de routes, un réseau de ponts, refixer le code d'urbanisme dans la ville, tirer le tout à l'égout et connecter toutes les maisons existantes. Et en gros, dans le numérique, ce qu'on dit, c'est qu'on dit, si on veut avoir une souveraineté en France, et moi, ça me paraît essentiel, hein, j'ai pleuré qu'on ne soit pas capable de fabriquer nos masques ou nos circuits clos de respirateurs pendant la première vague, parce qu'on n'avait plus la capacité en France à fabriquer ça. Demain, si on s'y prend pas aujourd'hui pour faire un numérique souverain, citoyen, éthique, demain, dans 10 ans, on pleurera parce qu'on maîtrise même pas nos numériques, parce qu'on sera déjà tous chez les GAFAM. Et donc, l'idée de la feuille de route, c'est de dire, on refixe le code d'urbanisme et on l'impose à l'ensemble des logiciels, à l'hôpital, en ville, à l'ensemble des industriels. L'État assume le fait qu'il fait des routes numériques, des ponts. Donc, c'est des objets très techniques pour que les logiciels puissent communiquer entre eux. Et il demande à tout le monde de les implémenter pour qu'on se base sur les mêmes règles, sur les mêmes principes. Et une fois que l'État a fait cette part du boulot, il dit à tout le monde, à tout l'écosystème, aux start-upers, aux industriels, créer, innover, développer des services innovants, mais arrêtez de réinventer la roue, appuyez-vous sur des socles régaliens. Donc ça, c'est la première partie de la feuille de route. On s'était engagé sur une feuille de route qu'on avait présentée en avril 2019 avec 30 actions qui fabriquent ces routes et ces ponts numériques régaliens, souverains, citoyens à l'échelle de l'État et qui met de l'argent pour que les industriels se connectent leurs logiciels sur ces routes numériques communes. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie qui est majeure, c'est que moi, je suis romantique. Donc, je crois qu'en France, on n'est pas américain ou chinois, qu'on a une vision humaniste. Voilà, j'assume cette forme de volonté de créer du numérique citoyen et humaniste. Et donc, l'objet emblématique vu du citoyen, ça sera en 2022 pour chaque Français depuis notre naissance, automatiquement pour 60 millions de Français. En janvier 2022, on aura notre espace numérique de santé où on pourra stocker nos données de santé, donner des consentements pour les partager avec nos professionnels qui nous soignent, avoir son adresse de messagerie sécurisée de santé pour éviter que tout passe par Gmail ou WhatsApp. Et on aura surtout un store, un magasin numérique d'applications développé par l'écosystème, mais tamponné par l'État. Et ça sera l'outil du citoyen, parce que moi, depuis le début, je crois que le numérique, ça ne doit pas rester qu'un truc de professionnel de la profession. Ça doit aussi embarquer le citoyen en arrêtant dans une vision paternelle de dire oui, le patient est au centre, mais on lui donne aucun outil au patient. On lui donne aucun outil au citoyen. Donc, cet espace numérique de santé outillera le citoyen lui-même. Ça sera pas parfait. Il faudra des mois et des années pour que l'outil soit de plus en plus sophistiqué et intéressant pour les gens. Mais on pose les bases d'une souveraineté nationale à la fois pour le système de santé et pour le citoyen français. Merci. Ça répond à une question qu'on a reçue qui était justement pourquoi est-ce que ça va pas plus vite? Les patients en ont assez de récupérer des dossiers qu'ils doivent transporter d'un rendez-vous à un autre. On l'a compris, ça ne va pas plus vite parce que en gros, on a 15 ans de retard dans la gouvernance et parce que maintenant, il faut un peu remettre le bidonville à plat, si je reprends un peu vos termes. C'est un peu ça. Et on part pas d'une feuille blanche ou d'un terrain vague, quoi. On part d'un existant et là, il faut faire passer les routes au milieu maintenant. Alors, Dominique, du coup, une question pour vous par rapport justement à cette feuille de route aussi. On a une question d'un participant qui dit comment est-ce qu'on peut encourager les hôpitaux à investir alors que justement, ils ont déjà investi ces dernières années pour construire leur bidonville, en quelque sorte. Et là, maintenant, on leur dit, finalement, ce que vous avez fait, justement, c'est pas tout à fait d'équerre, c'est pas de votre faute, mais c'est comme ça. Et maintenant, il va falloir remettre de là, parce que poser le cadre, etc. Et entrer dans ce cadre, ça va forcément vouloir dire des moyens. Comment est-ce qu'on fait pour encourager les hôpitaux à réinvestir? Non, mais là, il faut quand même… j'entends les moyens, mais
Cet été, l'été dernier, dans le cadre des négociations Ségur, 2 milliards consacrés sur un plan à 3 ans dans le secteur sanitaire et médico-social pour accompagner à la transformation numérique dans les hôpitaux avec des enveloppes réservées aux professionnels de santé, aux hôpitaux et aux industriels pour accélérer la connexion et le passage des routes et des ponts avec leurs logiciels existants. 2 milliards quand même, c'est historique en France. Il n'y a jamais eu autant d'argent dépensé dans le numérique en santé de toute l'histoire de l'hôpital. C'est le budget qu'on a mis dans la culture, dans le soutien de la crise Covid. Et c'est juste pour le numérique en santé. Aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance, de l'accélération de, vous savez, tout ce qu'on appelle le plan d'investissement d'avenir, la santé digitale a été élue comme marché clé avec à nouveau au-delà de 500 millions d'euros pour aider notre filière industrielle à rentrer dans la feuille de route et à faire de l'innovation. Les moyens, là, franchement, c'est difficile de dire qu'il n'y en a pas. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que je dis il n'y aura pas de réussite de l'État. La réussite, elle sera collective ou on aura un échec collectif. L'État essaye de faire sa part du boulot en faisant ses services SOC, en faisant ses référentiels SOC, en injectant de l'argent dans des plans de transformation. Les professionnels de santé, les établissements de santé doivent se saisir et doivent être dans la même capacité de surréactivité ou de surinvestissement que décrivait Champy tout à l'heure, c'est-à-dire se bouger un petit peu. Les industriels doivent jouer le jeu de se connecter à ces normes françaises et à ces connexions, à ces services SOC, et ils ont de l'argent pour ça. Et enfin, le citoyen doit comprendre que s'il se mobilise pas pour utiliser des outils numériques et soutenir un projet qui est un projet dont on essaye qu'il soit éthique, souverain et citoyen, eh bien, on finira chez les GAFAM et nos enfants pleureront parce qu'on n'a pas eu de souveraineté numérique et on n'aura pas été capable de construire ce système souverain, européen, français et citoyen. Voilà un peu le projet, c'est ça en fait. Ok, super. Alors, on va revenir au GAFA parce qu'on a une question dessus, mais juste avant, je voulais donner la parole à David peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est à la fois, donc on voit qu'il y a de l'argent, faut aller le chercher. Est-ce que en tant que professionnel de santé et professionnel à l'hôpital, vous avez les infos pour aller chercher ça? Et puis, ça rebondit aussi avec, j'en profite pour vous poser 2 questions en une, ça c'est la mienne. Et il y en a une d'un internaute qui nous dit, mais est-ce que aussi, on parle beaucoup de numérique à l'hôpital. Est-ce que les professionnels de santé sont rompus à ces usages? Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils sont suffisamment formés pour se saisir de tout ce qui existe déjà ou de tout ce qui va exister par la suite? Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, moi, ce que décrit Dominique Pont, c'est très intéressant. Puis je trouve ça drôle parce que en fait, cette espèce de vision bidonville, puis il faut tirer des câbles partout et des routes. Je trouve ça super passionnant parce que nous, c'est une des problématiques qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire que moi, je suis revenu je travaillais en Amérique du Nord pendant 3 ans. Je suis revenu en France vers fin 2016. Puis mon principal projet, ça a été, depuis que je suis revenu, ça a été de dire, je travaille dans un service et dans un hôpital dans lequel toutes les réanimations, aucune réanimation n'a de dossier patient informatisé. Donc, il y en a qui font leur prescription sur une feuille de papier. Nous c'est drôle, Champy, tu dis qu'on revient toujours au fichier Excel, mais nous, on faisait nos prescriptions et on les fait encore parce qu'on n'a pas encore fini notre dématérialisation. On les fait sur une feuille Excel. Et il y a même des services qui, alors qu'on est en dématérialisation, en train de faire un projet de dématérialisation, qui ont dit « Ah tiens, on pourrait faire une fiche Excel », alors que les gars vont être informatisés dans 1 an. Donc, on en revient toujours à ça. Mais donc, je trouve que la théorie, elle est très intéressante, mais de tirer des ponts et des routes et des câbles. Mais moi, là, tous les jours, je reçois des appels de collègues qui me disent « Ah tiens, David, je sais que tu travailles sur la dématérialisation du dossier patient en réanimation. Qu'est-ce que tu as choisi comme logiciel? Comment vous vous êtes basé ?» Donc, tu sais, je me dis « Bon, je leur envoie ce que j'ai fait. » Puis le lendemain, j'ai un autre copain qui m'appelle « Ah tiens, tu sais, nous, on veut faire… » Et je leur renvoie aussi ça. Et en fait, à chaque fois, on s'aperçoit que oui, peut-être qu'au niveau national, il y a une grande ligne de conduite et des grands principes et beaucoup d'argent, comme vous décrivez. Et ça, je trouve que c'est vraiment super de se dire, bon, au niveau national, on a compris qu'il faut qu'on aille tous dans la même direction puis qu'on uniformise un petit peu les choses. Mais en pratique, dans les CHU, en tout cas, parce que moi, effectivement, les gens qui m'ont contacté réellement et mon CHU et mon service, ça reste des CHU de taille modeste, on va dire.
ben, on s'aperçoit que cette information, elle est peut-être pas toujours correctement redescendue. Et j'avoue que la partie recherche d'argent, moi, dans mon quotidien, je soigne des patients, je dématérialise un dossier patient, j'essaye de rendre mon service plus performant, je m'occupe d'étudiants parce que j'ai une vocation universitaire, j'essaye de publier des articles parce que ça fait partie de mon travail de faire de la recherche. Et en fait, il y a un moment donné, aller chercher les fonds et l'argent, j'ai pas forcément le temps de le faire. Et j'estime aussi, je vais être honnête, que sur cette partie-là, c'est peut-être pas à moi d'aller chercher l'argent, mais peut-être que c'est un travail de collaboration administratif. Et, et voilà, et on a mis, nous, on a commencé notre travail de dématérialisation de dossiers patients en 2017. On est en 2021, on va y arriver. Et on a mis plus de 3 ans avant d'avoir une réponse qui juste de l'hôpital pour nous dire oui, c'est bon, on va pouvoir faire quelque chose. Donc, c'est vrai que ça me paraît loin la capacité de faire tous les liens avec les autres, et pourtant, c'est indispensable. On le voit aujourd'hui, nous, on est en train de mettre en place un dossier médical informatisé qui est probablement celui qui est le plus utilisé dans toutes les réanimations pédiatriques en France. Et on doit tout reprendre à la base parce que rien n'a été pensé à l'échelle nationale pour uniformiser tout ce qu'on fait. Et tous nos logiciels ne sont pas capables de communiquer ensemble correctement et on doit créer des choses pour essayer de les faire un tant soit peu parler. Donc, effectivement, je ne peux que être ravi de me dire qu'on essaye d'uniformiser les choses au niveau national et qu'on essaye de faire en sorte que tout communique, mais on a encore du chemin. Et il y avait une deuxième question que j'ai oubliée, je suis désolé. Non, mais ça me semble répondre dans Ouais, c'est la ça, je pense que j'ai répondu à la globalité. Ouais, à la globalité, exactement. Champhy, toi qui du coup est un observateur de tout ce monde de façon assez transversale, est-ce que David parlait du fait que c'était peut-être aussi lié à éventuellement la taille du CHU? Est-ce que, d'après ton expérience, il y a des endroits qui sont mieux armés que d'autres, entre guillemets, pour aller répondre à ce type de problématique de recherche d'argent, de mise en place de projets? Ou est-ce que la problématique, finalement, elle est assez générale? On a tous le boulot à faire de s'améliorer et d'accélérer les choses. Et je joins une deuxième question. On me demande, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour les GAFA? Mais ça, on pourra y venir après. D'abord, est-ce qu'il y a d'autres endroits qui sont mieux armés que d'autres En fait, ce qui est marrant, à chaque fois qu'on parle de transformation, d'innovation, on nous sort toujours les GAFA. Sinon, il faut arrêter de rien faire, en fait. S'il faut à chaque fois voir ce qui est fait ailleurs pour dire, bon, bah, c'est pas la peine d'avancer. Comme Dominique l'a dit, on a notre modèle social, on a notre hôpital public ou privé, on a notre écosystème qui peut aussi survivre là-dedans, s'il a le bon modèle. Après, je voulais juste rebondir au tout début pour dire aussi que l'hôpital ne fabrique pas des dossiers patients, en fait. Hein. Il n'est pas d'industriel, en fait. Donc, ces 15 ans qu'on a perdu, c'est que aussi c'est un marché qui est tenu pas par l'hôpital. L'hôpital achète. Donc, il y a des industriels aussi derrière et qui ont aussi bloqué pendant un temps ces évolutions-là. Donc, heureusement que, entre temps, la Santé 2022 veut reposer tout ce système-là avec ces images de câbles et de bidonvilles qui est assez intéressant. Mais en même temps, en fait, aucun hôpital, en tout cas, ce que je vois, à un moment donné, j'ai évolué au sein de la PHP avant de rejoindre le service de santé des armées. Il n'y a pas en fait de structure actuelle, quand on est tout en bas du terrain, sur le terrain, qui est organisée pour aller chercher de l'argent en fait. On voit passer des appels d'offres, on voit des médecins arriver avec des projets innovants, mais on ne sait pas comment répondre pour leur trouver un financement. Parce que en fait, il y a toujours ce décalage. Aujourd'hui, on ne peut pas innover avec les appels d'offres qu'on faisait jusqu'à maintenant, quoi, en fait. Parce que les solutions innovantes sont portées par des petites structures qui n'ont pas encore parfois la taille de répondre à des grands appels d'offres. C'est le rôle de qui, du coup on me pose la question, est-ce que, par exemple, quelle est la place de la DSI pour soutenir ces projets? Est-ce que c'est le rôle de quelqu'un comme toi qui est responsable digital dans les établissements, ou est-ce qu'il faut créer des cellules dédiées, entre guillemets, pour accompagner ces projets à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan administratif dont parlait David, administratif, financier? En fait, il n'y a pas, enfin, je vais répondre toujours à côté.
Mais il n'y a pas de modèle, en fait. C'est une question de volonté. L'innovation, ouais, je suis désolé, ça se décide pas dans un bureau. L'innovation, ça se vit au quotidien. Les pays qui ont vraiment innové, en fait, les pays du Sud ou autres, ils innovent parce qu'ils sont dans l'obligation d'innover. C'est-à-dire, là, on est allé très vite pendant la crise parce qu'il y a une urgence. Après, si on tombe dans le Covid, on est assez riche pour dire, bon, bah, ça attendra. Donc là, en fait, tout cette partie innovation demande une volonté, en fait, un esprit peut-être de combat ou de mercenariat, peu importe. Parce qu'il faut sauver le système. Et pour sauver le système, s'il faut attendre que tout le monde se mette d'accord, ça va jamais marcher parce qu'il y a beaucoup d'intérêts divergents là-dedans, en fait. On prend toujours l'hôpital ou l'industrie, il y a beaucoup d'intérêts qui s'entremêlent. Donc, il faut à un moment favoriser, quand il y a beaucoup d'argent comme ça, favoriser la façon d'y accéder. C'est-à-dire, à partir des projets, peut-être voir d'autres façons sous les appels d'offres ou appels à projets, comment ils peuvent être descendus au plus bas. Parce que sinon, il y aura toujours ce décalage entre le haut et le bas, même s'il y a une réelle volonté de changement, parce que ça, c'est indéniable. Ce qui est réalisé depuis 2 ou 3 ans, là, n'a jamais été fait jusqu'à là, quoi. En fait, il faut le noter parce qu'on critique ça, c'est hyper important. Il n'y aura pas de transformation si on n'a pas un vrai dossier patient unique, en fait. Sinon, on continuera comme dans les 10 précédentes années à parler de e-santé dans les colloques et tout ça, en fait. Il faut qu'à un moment, tous ces projets-là prennent part dans la vraie vie et les gens puissent adhérer et trouver une autre façon de recueillir l'expérience des utilisateurs. C'est pas les réunions ou les enquêtes qui sont faites ici ou là. Il faut innover aussi là-dessus. Et comme ça, on pourra peut-être aller un peu plus vite dans cette transformation qui est portée par Dominique Pont et son équipe. Alors Dominique, justement, merci Champy. Dominique, alors il y a plein de questions qui arrivent, donc on va probablement pas pouvoir tout traiter exactement, mais je combine 2 questions. Jusqu'où on va en fait en termes d'intégration dans l'écosystème? Bon là, on a compris, commençons step by step. Il y a beaucoup à faire. Est-ce que à terme, l'objectif, c'est de pouvoir combiner dans le système les données des dispositifs médicaux connectés, des solutions logicielles, des outils dédiés aux patients? Et je combine avec une deuxième question. Est-ce que ce système intégré, il doit être franco-français ou est-ce qu'on doit aussi mener la réflexion à un échelon plus européen? En fait, moi, je vais vous le dire avec ma sensibilité. En fait, la névrose française, c'est de naviguer entre le fantasme et la frustration et d'être bloqué là-dedans. C'est-à-dire, on est des cérébraux, quoi. On n'a encore rien fait, quoi. C'est un peu comme quand vous construisez votre maison. Donc, et puis votre femme vous dit, bon, on va mettre le canapé là, je sais pas quoi, le tapis sera là, on va acheter un écran 4K et on lui dit, non, mais on n'a même pas coulé la chape, quoi. Et en fait, c'est ça la France. C'est-à-dire qu'on fantasme, parce qu'on est des intellectuels, on fantasme sur le numérique va nous permettre de faire ceci, cela, et on est incapable collectivement d'avoir l'humilité de faire des trucs simples ensemble. Et donc, moi, en fait, ce que je crois, c'est que si on n'a pas cette capacité à être raisonnable, avancer de façon collective en disant on y va pas à pas, parce qu'on n'est pas les cadors, et on a l'humilité de dire mais on va le faire à notre façon, avec notre éthique, notre culture, mais on veut être souverain, on va le construire pas à pas, un jour, voilà, dans 2 ans, dans 3 ans, on se dira ah c'est cool ce qu'on a, mais on aura oublié qu'en fait on avait les pieds dans la glaise pour couler la chape au début. Et en fait, moi je préférerais parler de trucs super sexy, de digital therapeutics qui se plug automatiquement, récupère les data, il y a un algo d'intelligence artificielle qui fait de la médecine 4P et tout ça. J'adorerais qu'on en soit là, mais franchement, il faut qu'on soit lucide. De façon lucide, on n'a toujours pas coulé la chape de la maison. Donc, coulons la chape, fixons le code d'urbanisme, imposons en fait ces principes-là à l'ensemble des industriels français, des startups. À partir de là, les médecins vont commencer à dire tiens, ça marche un peu mieux. Ils vont commencer à dire bon, on a besoin de tel et tel type d'outils encore plus innovants, mais on construira sur des bases solides. Tant qu'on n'a pas ces socles communs, on construit tout sur du sable. Et en fait, cette humilité, ce pragmatisme-là, pour avancer de façon collective, c'est pas une qualité française. Mais moi, je suis obligé de le dire parce que je sais que sinon, ça marchera pas, quoi. Et je rebondis quand même du coup sur le lien européen.
sans être justement les cadors, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque à créer des normes françaises et du coup d'exclure un certain nombre de solutions qui seront internationales est-ce qu'il ne faut pas se baser sur des standards internationaux, justement Bien sûr que quand je parle des services socles, des routes, des ponts, du code d'urbanisme, on se base sur des standards internationaux. Mais il ne faut pas attendre le grand soir qu'on ait un dossier médical partagé européen ou un identifiant national numérique européen pour tous les patients pour qu'on commence à avancer. Parce que ça, c'est un petit peu le piège à la française de dire non, mais bon, on imagine un truc encore plus méga et puis on n'avance pas pour faire 3 bricoles. Donc moi, je pense qu'il faut partir sur des standards techniques normés, internationaux, plutôt européens, mais il faut qu'on avance concrètement ensemble sur les trucs de base et puis petit à petit construire notre maison ensemble. Merci. Alors, il y a des questions qui arrivent pour Dominique, mais elle est revenue plusieurs fois et je vais la poser plutôt à David, en fait. On me dit beaucoup, finalement, le dossier médical partagé, il est presque pas utilisé par les professionnels de santé, il n'est pas rempli, ils n'ont pas le temps. Alors, bon, ça peut être peut-être une question pour les libéraux, les médecins généralistes, etc. Mais d'après votre expérience à l'hôpital, on a compris, on part peut-être de la feuille Excel ou de la feuille papier. Qu'est-ce qu'il y a à faire en termes de transformation d'usage pour que les médecins utilisent le dossier patient dématérialisé? Ok. Merci pour cette question. Non, mais moi déjà, par exemple, si je prends sur notre exemple de notre hôpital, on a un dossier patient dématérialisé, il n'est pas utilisé dans les services de réanimation parce qu'il ne répond pas à notre réalité, en fait. Donc déjà, ça c'est un vrai problème. C'est pour pouvoir s'en servir, et ça c'est démontré hein, dans la littérature, c'est très bien étudié de manière générale. Quand on met en place un nouvel outil numérique, dossier patient informatisé, vous travaillez pour Bibrone, donc perfusion connectée avec une bibliothèque de médicaments. Pour que ça marche, il faut que l'utilisateur ait une implication majeure dedans. Et donc, ça, c'est le premier point de départ, en fait. Il faut que les gens, ils s'impliquent et qu'ils soient, comment dire, moteurs dans tout ce projet-là. Ensuite, si on part du service, et dans le service, on va avoir mis en place quelque chose qui correspond au service, mais qui a, comme dit Dominique Pont, des standards, des exigences nationales, même si elles sont internationales, mais des exigences de communication entre dossiers, ben finalement, ça va être juste du transfert de données. Il faut juste que ma façon de dire, qu'on parle tous le même langage et que les choses puissent se disposer à chaque fois au même endroit. Et donc, c'est le meilleur moyen. Moi, je peux créer un dossier patient informatisé. Il suffit juste de standardiser le langage et que les logiciels soient capables de communiquer entre eux pour que les données que moi, je vais rentrer dans le logiciel sur lequel je travaille au sein de mon service que j'aurai développé pour mon service, pour faciliter l'utilisation et pour répondre aux exigences de l'utilisateur du service, puissent communiquer ensuite avec quelque chose de commun. Mais en fait, la problématique, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, soit on impose des choses à des gens et donc les gens n'ont pas pu participer au développement et n'ont pas créé un outil et ne sont pas en train d'utiliser un outil qui répond à leurs exigences, soit ils ont fait ce travail pour utiliser un outil qui répond à leurs exigences, mais cet outil-là n'est pas en mesure de communiquer avec quelque chose de plus global qui va être partagé avec d'autres utilisateurs au sein d'une interface commune. Est-ce que ça va? Je réponds à peu près à la question, je pense. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il est déjà 19h01. La discussion est passionnante. On pourrait continuer longtemps. Je vais peut-être vous donner la parole chacun 1 minute pour un mot de la fin, si vous voulez ajouter quelque chose. Et peut-être en parallèle, on peut lancer l'enquête de satisfaction de nos utilisateurs, justement, pour toujours améliorer ces conférences. Champhy, est-ce que tu souhaites rebondir sur ce qui vient d'être dit ou un mot pour conclure? Ouais, je suis quelqu'un de très positif. Hein. J'ai commencé cette histoire de transformation il y a 10 ans. J'ai été à la PHP. Il fallait à un moment se parler à des murs pour commencer à parler digital, quoi. On parlait digital, on montrait le doigt. Donc, c'est dire qu'on a fait du chemin. Après, maintenant, il faut apprendre. Je suis tout à fait d'accord sur la partie humilité. L'innovation, il faut apprendre, il faut savoir, il faut accepter le fait qu'on peut aussi se tromper.
Il faut apprendre en marchant, en fait. Les usages viendront avec. Juste pour finir là-dessus, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on avait adopté la carte vitale il y a quelques années, ce que ça a soulevé comme réaction médecin ou autre donc, à aujourd'hui. Voilà, ça donne une idée de tout changement, quelle que soit la taille, aura toujours ses réactions au sein de la société, mais il faut avancer quoi, en fait. Donc moi, je reste optimiste et ma santé 2022, j'espère qu'on ira au bout. J'espère qu'on arrivera à ajuster pour écouter un peu ce qui arrive en bas, du fond de la cale. Et puis je pense on reste positif pour l'avenir. De l'optimisme. David, un mot à ajouter par rapport à ce que vous veniez de dire aussi? Je trouve que optimisme et humilité, c'est deux bons mots pour résumer tout ça. Je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur. Il y a une expression en France qui m'exacerbe toujours, c'est bon courage. Je déteste cette expression-là. Et juste pour une fois, ayons du courage. C'est-à-dire, on a le droit d'avoir peur, mais allons-y ensemble. Il faut faire le développement numérique. Il ne faut pas oublier quand même que le numérique, ce n'est pas ce qui va remplacer l'humain. C'est ce qui va nous aider à créer de la sécurité pour les professionnels, pour les patients. Et il faut y aller tous ensemble pour qu'on puisse avoir des exigences communes vis-à-vis des industriels pour dire on a une vision commune et on veut développer les choses comme ça, on veut les développer avec vous, mais on veut les développer comme ça. Et après, il faut être optimiste. Hein. Moi, je vois, ça m'a pris 4 ans, mais je vais avoir un dossier patient informatisé dans mon service, donc tout arrive. Donc ça va. Si en plus on a une poussée nationale pour dire c'est ça qu'il faut qu'on fasse, ça va encore mieux marcher. Donc voilà. Et l'humilité, bien sûr, je crois qu'il faut avoir la présence d'esprit et l'humilité. Mais ça, c'est vrai pour le numérique, c'est vrai pour tous les aspects de la prise en charge des patients de manière générale. Je crois qu'il faut discuter les uns avec les autres. Il faut partager les points de vue. Il faut accepter que de n'importe qui, une bonne idée peut surgir et qu'il faut accepter que chacun a une expérience qui peut nous être utile. Voilà. Merci. Alors Dominique, la poussée nationale, est-ce que vous voulez nous donner un petit mot de conclusion aussi avant qu'on se quitte ce soir? Je vais rester sur la même tonalité que Champy et David. On est un peuple, on le sent, une nation qui perd un peu confiance en elle-même et notre mécanisme de protection, souvent, c'est l'autodénigrement, le scepticisme, l'autoflagellation. Vous voyez bien, dès qu'on a le moindre échec, on remet tout en question. Et effectivement, il y a deux types de réactions par rapport au numérique. C'est soit on est pessimiste, soit on est optimiste. Les pessimistes, ils ont toujours raison parce que, au fond, il y a toujours un moment où c'est la galère. Mais c'est les optimistes qui écrivent l'histoire et là, on est en train d'écrire l'histoire du numérique en santé en France. Merci beaucoup pour tous ces échanges et merci à tous ceux qui nous ont écoutés en live ou qui nous écouteront en replay. Merci à nos 3 intervenants vraiment pour ces échanges. Et puis, du côté de Bebrown, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode des Experience Days en juin sur un thème complètement différent, celui de la responsabilité sociétale à l'hôpital. Ce sera différent, mais tout aussi passionnant, j'en suis sûre. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci.